Le mot utopie est dérivé du grec. Dans utopie, il y a topos, qui veut dire le lieu, et puis il y a soit ou, soit e. Le ou topos, c'est l'absence de lieu, le nulle part. Et puis le e topos, c'est le bon lieu, le lieu du bonheur. On considère que 1516, c'est la date de naissance, à la fois du mot et de l'idée, puisque Thomas More, dans un ouvrage célèbre, qui fait vraiment partie de l'histoire de la pensée, décrit une société différente de la société de son temps. En décrivant une société différente, il critique la société de son temps. Il met en mouvement tout un ensemble de pensées et de penseurs qui essaient de se détacher de la société de leur époque pour imaginer une société où on vivrait mieux, où on serait moins malheureux, où on serait moins miséreux. Il y a Thomas More, il y a Campanella après Thomas More, il y a Rabelais aussi, bien entendu, au XVIe siècle. Et puis ensuite, il y a les utopies du XVIIe et les belles utopies des Lumières, qui sont fascinantes. Ça peut être Diderot, ça peut être l'utopie éducative de Rousseau. Au lendemain des grandes révolutions de la fin du XVIIIe siècle, la question se repose en des termes complètement nouveaux. Des hommes et parfois des femmes reprennent en main, reprennent en charge la notion d'utopie. On parle souvent d'hommes qui sont à cheval entre le XVIIIe et le XIXe, qui sont nés au XVIIIe et qui ont pour certains d'entre eux l'expérience de la Révolution française. Je commence par un Anglais, il s'appelle Robert Owen. Au début, c'est un industriel, donc qui fait partie d'un monde, a priori, pas forcément sensible aux questions d'utopie. Mais il se rend compte que le monde ne tourne pas rond. Et il se dit que pour essayer d'améliorer les choses, il ne suffit pas de petites réformes ou de donner de l'argent aux pauvres. Il faut faire en sorte que chaque individu bénéficie essentiellement et avant tout d'une éducation qui lui permette de s'émanciper, de devenir libre. Et donc Owen construit une pensée de l'éducation qui est extrêmement originale. C'est-à-dire que les gamins des ouvriers, il leur propose d'apprendre autrement. Et que la liberté passe par l'union entre les jeunes et les enfants. Le fait que, voilà, il faut très très vite qu'ils soient en mesure de s'associer les uns avec les autres. Et puis il se rend compte que ça ne suffit pas. Et donc il essaie d'aller un peu plus loin. Il part, il quitte la Grande-Bretagne et il s'installe aux États-Unis. Et il fonde New Harmony, la nouvelle harmonie. Un espace où l'harmonie est censée régner entre les êtres. Ça dure quelques années, ça se finit un petit peu dans la douleur, non pas parce que les gens sont de mauvaise composition ou malveillants les uns avec les autres, mais parce qu'il faut bien manger, il faut bien cultiver, et puis ceux qui émigrent ne sont pas forcément de très bons cultivateurs. Et lorsqu'on n'a pas à manger, la situation qui au départ était une situation favorable et enthousiasmante devient une situation compliquée, voire tragique. Il y a plein de gens qui sortent de l'expérience découragés, amers, ayant eu l'impression qu'il aurait mieux valu ne rien tenter du tout. Charles Fourier, alors, il est issu d'un milieu de commerçants assez aisés de Besançon. Et puis, il connaît les difficultés, le côté tragique du moment révolutionnaire. Et il garde du moment de la Révolution une impression très forte, c'est qu'il faut changer la société, mais il ne faut pas passer par la violence. Un phalanstère, c'est un lieu. Quelque chose qu'on pourrait appeler aussi un palais social. Parce que, dans la pensée de Fourier, tout le monde a droit au luxe. Il n'y a plus de pauvreté. Donc un palais confortable. Un palais où chacune et chacun trouve sa place. Alors ceux qui se réclament de sa pensée ensuite rêvent à des phalanstères. Et pour certains, tentent d'en construire. Ce qu'il faut retenir, me semble-t-il, du phalanstère, c'est que c'est un lieu de circulation et un lieu de mouvement. L'utopie, c'est une pensée du mouvement. Pour dire les choses autrement, quelqu'un qui se place dans cette posture de l'utopie, c'est quelqu'un qui ne se contente pas du monde tel qu'il est. Alors sa pensée est une pensée qui ne domine pas, il reste minoritaire et la pensée qu'il construit reste une pensée moins marquante, par exemple, que la pensée marxiste, mais elle circule dans l'histoire des sociétés, en particulier en France, au XIXe, au XXe et encore aujourd'hui.